Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le vice-président Timoko Méliès Kony est en Guinée-Bissau au nom du président Alassane Ouattara. Il y est pour deux événements majeurs, la session extraordinaire de l'UEMOA et le 63e sommet de la CEDEAO. Ils vont évaluer notamment les processus de transition au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Le centre de secours d'urgence de la région de Tchologo basé à Fès-Késédougou dispose désormais d'un véhicule de lutte contre les incendies. L'engin a une capacité en eau de 6 000 litres. Il devrait permettre de venir à bout de tout incendie qui surviendrait dans la région du Tchologo. Les examens de l'enseignement technique et professionnel sont connus. La session 2023 enregistre plus de 15 300 admis, soit un taux de réussite de 54,23%, un taux en nette progression par rapport à l'année dernière. 28 513 candidats étaient en lice cette année. Cela fait 500 jours aujourd'hui que les armes crépitent en Ukraine. La guerre russo-ukrainienne continue avec ses dégâts humains et matériels. Ce samedi, un bombardement russe sur Liman, dans le Donbass, a fait 8 morts. Et soyez les bienvenus sur RTI1. Les femmes ont pris le pouvoir sur la scène de l'humour et une animatrice ivoirienne de renom en est l'incitatrice Caroline Da Silva, animatrice de l'émission C'est midi sur RTI1, a troqué sa casquette habituelle pour embrasser la scène comique. Et elle n'est pas seule, elle se fait accompagner par des drôles de femmes qui nous offrent depuis quelques années maintenant un spectacle 100% féminin. Eh bien, dans cette ambiance fourrie, les humoristes ivoiriennes aiguisent les mots de la société. Et le dernier spectacle, Une reine chez les Nouchi, en est la parfaite illustration. Mais comment ces drôles de femmes arrivent-elles à séduire par leur jeu et surtout à s'imposer face à ces hommes sur la scène de l'humour? Caroline Da Silva est notre invitée de la page culture. Bonsoir Caroline. Bonsoir Marie-Laure. Allez, en tant qu'animatrice sur RTI1, vous avez récemment été invitée comme reine chez les Nouchi et c'était au Sofitel Hôtel Ivoire. Tout à fait. Vous allez nous dire quelles étaient les raisons de cette nouvelle expérience? Déjà pour moi, merci en tout cas de me donner la parole. Pour moi, toutes les femmes sont des reines. Qu'on soit Nouchi, qu'on soit femme rurale, qu'on soit intellectuelle, les femmes sont toutes des reines. Et justement, beaucoup de personnes l'ignorent, mais Caroline Da Silva est un pur produit du théâtre scolaire ivoirien. Donc vous êtes aussi comédienne à la peau et on va voir ce rôle que vous avez joué en tant que reine chez la Nouchi. Tout à fait. Avec les drôles de femmes, vous avez donc réussi à distiller le riz et surtout des leçons de vie au public. Mais cette année, il n'y avait pas que le riz au menu. Il y avait également d'autres activités. Et les femmes ont pris le pouvoir dans tous les domaines presque. On va en parler dans une trentaine de minutes. Vous restez pour le moment avec nous. On va se rendre tout à l'heure ensemble en Guinée-Bissau, où le vice-président Timoko Méliès Kony est arrivé aujourd'hui. Et il y est au nom du président Alassane Ouattara pour deux événements majeurs. La session extraordinaire de l'UEMOA et le 63e sommet de la CEDEAO. Ils vont ensemble évaluer notamment les processus de transition au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Viviane Aimé nous en dit plus. Le vice-président de la République, Kony Timoko Méliès, est arrivé dans la matinée ce samedi 8 juillet en Guinée-Bissau. Il représente le président de la République, Alassane Ouattara, à la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui s'est tenue ce samedi dans la capitale bissau-guinéenne, portant sur l'évaluation prospective de l'Union à l'horizon 2040. Ce dimanche 9 juillet, le vice-président représentera le président de la République à la 63e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, consacrée principalement à l'évaluation des processus de transition au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel en 2024. Ainsi qu'à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région ouest-africaine et à l'élection du nouveau président en exercice de l'organisation communautaire. Le vice-président Kony Timoko Méliès a eu un entretien ce samedi avec le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum.
Et sur place ici en Côte d'Ivoire, cette très bonne nouvelle, le centre de secours d'urgence de la région du Tchologo basé à Fek-Sédougou dispose désormais d'un véhicule de lutte contre les incendies. L'engin remis au ministre d'État Téné Birahima Ouattara, au ministre Vagondo Diomandé, a une capacité en eau de 6 000 litres et il devrait permettre de venir à bout de tout incendie dans la région du Tchologo, nous rapporte Kader Sogotogo. Un engin de lutte contre les incendies de type double cabine pouvant accueillir 6 pompiers. Capacité en eau, 6 000 litres. Ce véhicule neuf, d'un coût estimé à plus de 400 millions de francs CFA, est désormais la propriété du centre de secours d'urgence du Tchologo. Il est basé à Fek-Sédougou. Les clés sont remises par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Diomandé Vagondo. J'ai la joie, le plaisir, cet après-midi, au nom d'un donateur qui a souhaité rester anonyme, de remettre à Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ce camion qui sera utilisé par les sapeurs-pompiers civils de Fek-Sédougou pour faire face aux difficultés qu'ils rencontreront en matière d'incendie et tout ce qui s'ensuit. Depuis son ouverture, le centre de secours du Tchologo a bénéficié d'une attention particulière. Il y a eu la première phase qui a coûté 60 millions, mais nous avons engagé une deuxième phase qui était à 40 millions pour ce centre. À cela, je voudrais aussi préciser qu'il y a eu des dotations d'un tout un ensemble d'équipements qui a été fait par le conseil régional par la suite, avec des pistes et je crois même avec un appui par rapport à un véhicule de liaison. Des résultats satisfaisants. Sur l'année 2022, ces jeunes ont fait 737 interventions totales, tout type confondu. Et pour les 6 premiers mois de l'année, ils sont déjà à 416 interventions. Ces interventions-là couvrent les incendies, les accidents de circulation, les interventions du fait des abeilles, Dieu sait s'il y a des abeilles dans cette région, et les feux de gaz, tout y passe. Et ils agissent avec abnégation. Le véhicule d'incendie offert a un débit de 1800 litres minute. Il dispose de 4 orifices d'alimentation, de 2 orifices de refoulement et d'un moniteur incendie rotatif. Le ministre des Eaux et Forêts est en mission au Maroc prend part à la 3e conférence internationale sur l'eau et le climat. En marge de l'événement, il a multiplié les rencontres afin d'aider notre pays, la Côte d'Ivoire, à atteindre une gestion optimale de ressources en eau. On fait le point avec nos envoyés spéciaux, Dangui et Adama Sangari. En marge de la 3e conférence internationale eau et climat, le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, qui représente la Côte d'Ivoire sur rendez-vous international, multiplie les rencontres en vue de créer le cadre pour une gestion optimale de la ressource en eau de son pays. Il faut que la Côte d'Ivoire devienne membre du Conseil mondial de l'eau. Elle ne peut pas rester en dehors. Il y a déjà 70 gouvernements dans le Conseil mondial de l'eau. Et c'est important qu'elle vienne faire entendre non seulement sa voix, mais également la voix de l'ensemble des pays de la sous-région. Réputé bon élève en matière de gestion de sa ressource en eau, le Maroc se dit prêt à partager son savoir-faire et ses expériences avec la Côte d'Ivoire. Nous avons déjà arrêté un certain nombre d'axes de coopération possibles qui portent sur des thématiques aussi variées que la gestion des barrages et aussi les possibilités d'établir, je dirais, donc, des autoroutes de l'eau, à l'instar de ce que nous faisons au Maroc actuellement. J'ai préféré m'adosser à une coopération avec le Maroc pour bénéficier, n'est-ce pas, des atouts, de l'expérience dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau, dans la mise en place des agences de bassin, dans le cadre de transferts d'eau de régions déficitaires. Une gestion optimale de la ressource en eau de la Côte d'Ivoire n'est pas une option, mais une obligation, admet le ministre des Eaux et Forêts, du fait justement de la pression démographique et des effets pervers du changement climatique.
Voilà, ici en Côte d'Ivoire, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, s'est rendu au centre de surveillance de la pêche et par la suite au port de pêche d'Abidjan. Il est allé vérifier la mise en application des décisions du gouvernement concernant la fermeture saisonnière 2023 de la pêche dans notre pays. Godfrey Okambawa. Il est 9h et c'est le centre de surveillance de pêche qui reçoit la délégation du ministre des Ressources animales et halieutiques. Ici, tout est surveillé. On est vigilant. Ce dispositif de surveillance installé permet de contrôler l'entrée des bateaux. Pas d'activité, rien à signaler. Les consignes sont respectées. Après le centre de surveillance de pêche, cap est mis sur le port de pêche. Même constat, les décisions du gouvernement sont mises en application. De loin, l'espace de débarcation des poissons est vide. Après les 2 sites visités, le ministre Sidi Touré fait le point. Nous sommes venus à la suite de la mesure d'interdiction et surtout de fermeture de la pêche qui a été ordonnée par le gouvernement. Nous sommes venus constater de visu cette réalité sur le terrain. C'est une mesure très indispensable pour notre économie, pour l'économie de la pêche, qui est déjà appliquée dans un certain nombre de pays de la côte, en l'occurrence le Sénégal et le Ghana. Il était quand même incompréhensible qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous ne puissions pas suivre la mesure. La fermeture saisonnière vise à préserver les stocks des espèces de poissons et à garantir leur reconstitution dans des conditions naturelles. La fermeture saisonnière 2023 de la pêche artisanale a démarré le 1er juillet et prend fin le 31 juillet 2023. Quant à la pêche industrielle et semi-industrielle, elle a démarré le 1er juillet et prend fin le 31 août 2023. Alors on va faire un petit tour maintenant dans la capitale politique ivoirienne. 11 lacs sur 13 que compte Yamoussoukro font l'objet de nettoyage par le Centre ivoirien anti-pollution. Et cela entre dans le cadre du projet de réhabilitation des lacs de Yamoussoukro, démarré, vous vous souvenez, en janvier 2023. Et bien, 6 mois après, le comité de pilotage, présidé par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, effectue une visite de terrain. Le compte rendu de notre envoyé spécial à Yamoussoukro, Grace Kando. La commune de Yamoussoukro compte 13 lacs. Ces eaux sont envahies par des végétaux aquatiques. Aujourd'hui, elles font l'objet de traitements pour les débarrasser de leurs envahisseurs. Quand les déchets étaient là-dessus, on ne voyait pas. On se demandait même s'il y avait encore les caïmans dedans. Les gens nous disaient qu'il y en avait plus, mais là on les voit. Le CIAPOL, Centre ivoirien anti-pollution, exécute depuis janvier 2023 un projet visant à restaurer l'éclat et toute la beauté des lacs de Yamoussoukro. Ces végétaux sont sur ces lacs parce que ces lacs-là sont véritablement pollués. Ces eaux usées constituent les nutriments de ces végétaux. C'est ça qui enrichit le milieu aquatique, c'est-à-dire les lacs. L'objectif visé, c'est de rendre Yamoussoukro attrayant. Sur les 13 lacs, 11 ont déjà fait l'objet de nettoyage. Une visite de terrain conduite par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, accompagné du ministre gouverneur et des autorités locales, a permis d'apprécier le niveau d'exécution des travaux. Tous les maquis qui sont installés autour des lacs, il va falloir que nous prenions langue avec eux pour voir comment ensemble nous allons prendre certaines mesures pour traiter leurs eaux usagées pour qu'elles ne soient plus directement déversées dans les lacs. À terme, envisager le déplacement du marché de Yamoussoukro à l'endroit où il se situe, parce que lui aussi est générateur de pollution. L'État de Côte d'Ivoire a acquis un certain nombre d'engins, notamment des engins nautiques, une barge et puis une pelleteuse, qui va permettre donc de pérenniser le nettoyage que nous sommes en train de faire. Mais nous sommes en train d'envisager d'autres solutions. Et ces solutions devraient permettre donc de façon pérenne à neutraliser toute la repousse des végétaux aquatiques. Pour maintenir propres les lacs de Yamoussoukro, le ministre Jean-Luc Assi envisage une gestion intégrée. Des actions en faveur de l'assainissement de la ville et l'engagement des populations au respect de ces plans d'eau sont souhaités.
Voilà, l'eau est source de vie, mais vigilance en cette période de pluie. Le gouvernement solidaire de toutes les victimes d'inondations appelle donc à quitter les zones à risque. La ministre de la Solidarité, de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, s'est rendue justement au quartier Mikao dans la commune de Yopougon. Elle n'était pas seule, elle était accompagnée par d'autres ministres pour exprimer la solidarité, la compassion du gouvernement aux populations sinistrées et aux familles éplorées. Suite aux éboulements, l'appel à quitter les zones à risque est réitéré, nous rappelle Michel Mambo-Sogodogo. À Yopougon, Mikao et au quartier Mosikro, des morts de trop. Drame survenu dans la nuit du jeudi au vendredi suite à des éboulements. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est sur le terrain. Miss Belmondo Dogo, accompagnée du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, apporte le soutien du gouvernement aux populations sinistrées, mais surtout appelle les populations vivant dans les zones à risque à quitter ces vallées de la mort. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, nous dénombrons 11 morts pour Abidjan, 2 morts à l'intérieur du pays à Boisflé. Ce que nous demandons aux populations, et nous ne cessons jamais de le dire, que ces populations quittent les zones à risque parce que cette année, contrairement aux autres années, nous faisons face à une situation que nous pouvons qualifier de catastrophe parce que le niveau de pluie de cette année est multiplié, je dirais, par 5, souvent par 10. La sensibilisation, elle se fait dans toutes les langues. Nous sommes un État, nous sommes un gouvernement. C'est pour ça que quelquefois on fait recours aux forces. Mais on ne peut pas avoir des policiers en permanence derrière chaque personne. Le gouvernement est à la recherche de solutions durables qui consistent dans le recasement des gens sur des sites moins dangereux. Ce qu'on leur demande, c'est dans leur propre intérêt qu'on demande de partir de ces zones. Au total, 13 morts enregistrés ce vendredi sur le territoire national suite aux fortes pluies. La Sodexam, société de météorologie, annonce encore de fortes précipitations avec des risques d'inondation. Il faut quitter les zones à risque de toute urgence. Et dans l'actualité nationale également, les examens de l'enseignement technique et professionnel sont connus. La session 2023 enregistre plus de 15 300 admis, soit un taux de réussite de 54,23%, un taux en nette progression et par rapport à l'année dernière. 28 513 candidats étaient en liste cette année, nous rapporte Walter Amadou Ouattara. CBCG dans la commune de Cocody. Colombe et Rokia font partie des 14 626 candidats du genre féminin, soit 48,22% des 28 513 qui ont composé au titre de la session 2023 des examens de la formation professionnelle. C'est aujourd'hui la proclamation des résultats, mais l'attente semble difficile pour ces jeunes filles au point où certaines d'entre elles perdent leur latin. Mais je suis stressée, je ne peux pas parler. J'attends les résultats dans un état d'esprit vraiment stressé, beaucoup stressé, impatient. Depuis 8h, 9h, nous sommes là. On attend les résultats, on nous dit de patienter, de patienter. À l'annonce de la mythique phrase « candidat approché », des concernés cachent leur visage au vu de la caméra. Du côté du tableau d'affichage, je suis contente d'avoir mon BT. On retient pour cette session 2023 15 388 admis sur les 28 513 candidats, soit un taux de réussite de 54,23%. Il est vrai que ce taux de 54,23% est loin encore des objectifs que nous nous fixons de contribuer à la réduction du chômage des jeunes. Mais avec les réformes profondes entreprises par le ministre Nguessan Kofi, tendant à réhabiliter, rééquiper les établissements de formation professionnelle et le renforcement des capacités des formateurs régulièrement envoyés en Europe, nous sommes convaincus que les résultats vont s'améliorer les années à venir. Les examens de la formation professionnelle ont débuté le 15 mai dernier. Le processus s'achève ainsi.
Voilà, félicitations donc à tous les admis et courage aux autres candidats. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME vient de lancer la carte des commerçants, une carte dotée de porte-monnaie électronique. Et ce document permettra de cartographier les espaces commerciaux, de classer les commerçants par catégorie et par filière, de lutter surtout contre la concurrence déloyale. Mieux, la nouvelle carte va faciliter la migration du secteur informel vers le secteur formel. L'enseignant Bakayoko. Cette carte de commerçant dotée d'un porte-monnaie électronique vise à structurer le secteur du commerce et à formaliser l'activité commerciale sur l'ensemble du territoire national. Ce projet permettra à terme la constitution du fichier national des commerçants et des entrepreneurs, qui est une base de données nationale des commerçants et des entrepreneurs ayant pour finalité la cartographie complète de l'activité commerciale et la formalisation du secteur informel. Cette carte est censée ouvrir la voie à une transition vers une économie numérique en Côte d'Ivoire en offrant aux commerçants des possibilités de paiement électronique, de transactions sécurisées et de services monétiques. Elle offre de nombreux avantages aux commerçants, notamment en termes d'accès à des services tels que le crédit, les transactions, les produits d'assurance et la retraite. À ce jour, 386 765 commerçants ont été recensés, dont 85 062 se sont acquittés de leurs différentes redevances et 49 472 cartes ont été distribuées. À travers cette carte, le commerçant puisse avoir, à travers les institutions bancaires, en fait, accès au crédit plus facilement, puisqu'il y a pas mal de données qui sont intéressantes pour les banques. Et après, ce sont les produits d'assurance, d'autres produits, etc., qui pourraient tous être plugués sur cette carte. Le gouvernement ivoirien entend atteindre un taux d'inclusion financière de 60% à l'horizon 2024, grâce notamment à la digitalisation. Le président du conseil régional de l'Agné-Bitsiassa, Pierre Dimba, a remis plusieurs infrastructures et matériels de mobilité aux populations de la sous-préfecture de Grand Morier, c'est dans le département d'Agoville, et les populations expriment leur satisfaction. Patricia Omouitia. Dans les localités du canton Morier et de Babiaran, le président du conseil régional de l'Agné-Bitsiassa a inauguré plusieurs ouvrages, notamment le collège moderne, la clôture du centre de santé urbain et le projet de raccordement en eau potable. Toutes ces doléances que nous, les femmes, avons portées, et il a exaucé tout ce que nous avons souhaité avoir. L'école de proximité, la route qui désenclave aujourd'hui Grand Morier, et cela ne peut qu'apporter le développement. La visite s'est poursuivie avec les travaux de réhabilitation de l'axe Grand Morier-Araguier. Pierre Dimba a également remis 8 tricycles d'une valeur globale estimée à 10 millions de francs CFA aux 8 villages de la sous-préfecture de Grand Morier. Visiblement comblées par autant d'actions de développement, les populations ont exprimé leur reconnaissance. Toutes ces infrastructures permettent un épanouissement de nos populations. Et donc nous ne pouvons que dire merci. Merci aux œuvres de développement que pose le ministre et merci pour son soutien effectif aux populations. Aux populations fortement mobilisées à chacune des étapes, Pierre Dimba a exprimé sa joie de voir ces infrastructures se réaliser après être longtemps restées en marge du développement. Je pense que les populations ont compris que la vraie politique, c'est celle qui conduit au développement. Et avec l'ensemble des cadres réunis, nous allons vraiment transformer notre région, chaque lopin de terre, pour que le développement promis par le chef de l'État puisse être au rendez-vous dans notre région. Au thème de sa visite, le président du conseil régional de l'Agné-Bitsiassa, Pierre Dimba, a également demandé aux populations de continuer à faire confiance au président de la République qui a encore beaucoup de projets structurants pour la région de l'Agné-Bitsiassa. Le Conseil national des droits de l'homme entretient les acteurs politiques sur le financement de l'État. Notez qu'il y a des critères à remplir pour justement bénéficier de ces financements, nous rapporte Éric Goré. Les points focaux des groupes des partis politiques sont outillés sur les questions de financement des partis en ce qui concerne les textes en vigueur, les modalités et la nécessité d'un contrôle de la gestion de ces fonds publics alloués. Cette rencontre du Conseil national des droits de l'homme avec ses représentants des partis politiques s'inscrit dans le renforcement des capacités des partis politiques en matière des droits de l'homme. Que l'État pense aux petits partis. On dépense beaucoup d'énergie, de l'argent surtout, mais on ne nous prend pas en compte. Le CNDH fait beaucoup
pour nous les partis politiques, surtout nous les jeunes partis politiques. Et vraiment, ils nous instruisent beaucoup. Namizata Sangari, la présidente du CNDH, et son équipe ambitionnent mettre au même niveau d'information tous les partis politiques sur le financement public. Le financement des partis politiques offre l'avantage d'éviter le financement occulte des activités de ces formations politiques, pratique qui est le déterminant même de la corruption et de la mauvaise gestion. Il s'agit d'éviter également l'opacité dans l'usage des fonds alloués et d'encourager la publication des comptes des partis politiques comme une exigence de transparence. Le Conseil national des droits de l'homme s'est impliqué et s'impliquera davantage dans le processus électoral à venir pour les régionales et les municipales de septembre 2023. Nous avons réactivé cet observatoire sous l'égide duquel a eu lieu l'observation de la dernière révision de la liste électorale et l'installation d'un mécanisme d'alerte précoce. Ces rencontres périodiques du Conseil national des droits de l'homme sur ces sujets d'intérêt nationaux participent à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Les jeunes du RHDP et du FPI dans la commune d'Agamé célèbrent l'alliance de leurs partis respectifs. Ces deux jeunesses se sont engagées à faire passer le message de l'union des deux partis et surtout de la paix dans tous les quartiers de la commune d'Agamé. Logoreti, Alexis Ouedraogo. La jeunesse du Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix et celle du Front populaire ivoirien célèbrent l'alliance des deux partis. Nos aînés, notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, président du RHDP, a scellé un partenariat avec le FPI. Il est important que les jeunes du parti, du RHDP, puissent être informés afin que nous puissions aller en rang serré pour les élections locales. Ce soir, nous avons témoigné notre soutien définitif à M. le maire Soumaoro Farikou à travers les deux jeunesses RHDP et FPI. Farikou Soumaoro, député maire de la commune d'Adjamé, se dit heureux de ce soutien et invite la jeunesse à investir le terrain. Félicitations pour cette belle initiative qui, si j'ai mon avis, est une première en Côte d'Ivoire. Ce soir, nous allons nous mettre en mission d'aller partout dans la commune d'Adjamé, d'aller dire à nos parents d'Adjamé que le RHDP et le FPI aujourd'hui sont ensemble. Ces deux partis œuvrent pour le bonheur de la population d'Adjamé en particulier et de la population de la Côte d'Ivoire en général. Dès la semaine prochaine, des jeunes sillonneront les quartiers de la commune pour porter ces messages. Voilà, on réclame la paix en Ukraine. Cela fait justement 500 jours aujourd'hui que les armes crépitent dans ce pays. La guerre russo-ukrainienne continue avec ses dégâts humains et matériels. Ce samedi, un bombardement russe sur l'imam dans le Donbass a fait 8 morts. L'annonce a été faite par les autorités ukrainiennes qui se réjouissent de la décision américaine de livrer des armes à sous-munitions à Kiev. Et nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. On commence par Adiaké, ville située dans la région du Sud Comoé, qui va vibrer au rythme du LF Festival du 26 au 29 juillet prochain. Et les grands axes de ce festival ont été dévoilés. On en sait plus avec notre reporter Amidi Rassouba et Godfrey Kambawa. Le top départ de la 7e édition de LF Festival est donné. En attraction cette année, des courses de pirogue, le théâtre scolaire et un concours culinaire. L'initiative est de la mairie d'Adiaké. Il a pour but de valoriser les atouts touristiques, faire la promotion de la culture du terroir pour le développement socio-économique de la localité. Cette année, un accent particulier est mis sur la promotion de la jeunesse. Nous avons la participation de Tiapoum, Grand Laou, de Ayamé. Nous avons Port-Roué. Voilà les villes et communes qui nous ont fait l'amitié aussi d'être présents à cette édition. Le Festi Sport, il y a le handball et le basket hommes et dames. Occasion pour le maire de la commune d'inviter les populations à s'impliquer dans la réussite de ce festival qui met en lumière les potentialités d'Adiaké. Ensemble, nous avons bâti ce qui est jusqu'aujourd'hui
Ensemble, nous avons fait de LS ce qu'il est aujourd'hui. Je voudrais qu'on vous invite à la persévérance, à comprendre que le chemin est long. Il a été difficile dès le début, il continue de l'être. Mais nous travaillons à ce que demain soit meilleur pour nous, pour notre commune, pour nous, pour la communauté d'Adiaké, pour nous, les enfants que nous allons aider à grandir. Ce sont près de 50 000 festivaliers qui sont attendus à ce rendez-vous culturel. Et on fait un focus à présent sur la mode sénégalaise, promouvoir justement l'intégration ivoiro-sénégalaise par la mode. C'est l'idée de la Fédération nationale des couturiers sénégalais de Côte d'Ivoire. Et bien, pour matérialiser cette initiative, un défilé de mode baptisé Fashion Galsen Côte d'Ivoire s'est tenu récemment à Trècheville. David Soyo. La couture sénégalaise a l'honneur le temps d'une soirée. Des modèles hommes et femmes montés avec dextérité sont présentés au public. Nous sommes à la première édition de Galsen Fashion Côte d'Ivoire. Des collections singulières de Lamphal en passant par Soma Fatimata, le tout dans un défilé haut en couleur sous l'œil avisé de stylistes de renom. Ils ont réuni beaucoup de créateurs qui se sont rencontrés, et chacun a montré ce qu'il sait faire, et avec des super modèles. Initié par la Fédération nationale des maîtres tailleurs sénégalais de Côte d'Ivoire, ce festival se veut un trait d'union et d'intégration entre Abidjan et Dakar. Ça a uni tous les jeunes couturiers sénégalais. Et on a fait qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble. Ce premier acte de la mode sénégalaise en Côte d'Ivoire a réussi à séduire participants, curieux et responsables de la municipalité de la commune, Nzassa. Trècheville, c'est cette cité Nzassa où nous avons l'honneur de vivre avec des Sénégalais qui nous habillent de façon magistrale. Et donc pour dire que nous sommes très heureux et vivement il faut que cette première édition puisse continuer. La Fédération nationale des maîtres tailleurs sénégalais de Côte d'Ivoire est créée depuis 2015. À travers ce festival, elle ambitionne enrichir la mode ivoiro-sénégalaise et surtout internationaliser le savoir-faire de ces deux pays frères. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi. C'est un visage connu, une voix que vous entendez tous les midis sur RTI 1. Nous sommes en compagnie de Caroline Da Silva. Bonsoir Caroline. Oui, bonsoir. Marie-Laure. Alors les rôles sont échangés aujourd'hui et aujourd'hui tu n'es pas sur le plateau de samedi. Et c'est moi qui te pose les questions. Ça fait bizarre quand même. Mais je te fais confiance. Allez, je suis très ravie de te retrouver pour discuter de Drôles de femmes, un événement que tu as initié il y a quelques années. C'est en 2019 précisément. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à créer Drôles de femmes qui met en avant justement les femmes dans l'humour? Exactement, Marie-Laure, il faut dire que le temps était arrivé quand même pour que les femmes puissent s'exprimer. Nous savons que naturellement, nos mamans africaines, pour la plupart, sont très, très drôles. Elles sont naturellement drôles, elles n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Et en Côte d'Ivoire, nous avons un très, très beau chapelet d'actrices comédiennes qui, malheureusement, n'ont pas toujours eu l'occasion de pouvoir s'exprimer. Et cette plateforme-là, qui a remis un bon nombre de femmes sur les planches, leur a donné l'occasion d'exploser, de montrer et démontrer comme il se doit leur talent. Faut dire que l'humour, c'est quelque chose de fondamental dans toutes les sociétés. L'humour nous permet de nous retrouver, l'humour nous permet de pouvoir être heureux, nous permet de nous détendre. Sourire à la vie, sourire. Ça fait du bien. Le rire a des vertus, comme on le dit. Ça fait toujours du bien et ces femmes-là, encore plus, non seulement arrivent à transmettre des messages, parce que c'est un peu ça, le rôle de Drôle de femme. Vous savez que... Oui, vous alliez message, rire, on va en revenir tout à l'heure. Tout à fait, on arrive tout de même à allier l'utile à l'agréable, parce qu'il n'y a pas que l'humour dans Drôle de femme, c'est une plateforme de valorisation des talents féminins, donc des talents féminins qui se retrouvent, mais qui communiquent des messages qui sont éducatifs, des messages qui sensibilisent, des messages qui visent à transformer positivement nos sociétés. Et ce sont des femmes de qualité qui sont dans Drôle de femmes. Comment se fait justement leur sélection? Est-ce qu'il y a des critères?
La sélection se fait sur la base du talent. Il n'y a pas que des femmes de théâtre qui agissent ou qui interviennent dans Drôle de femmes. Il y a également des musiciennes, il y a également des chanteuses. C'est un cocktail. Tout à fait, parce que Drôle de femmes, c'est en fait à la base une fresque théâtrale et c'est sur la base de leur talent. Et nous ne faisons pas d'exclusion à ce niveau. L'exclusion, c'est juste que les hommes ne participent pas, mais c'est une véritable discrimination positive. Voilà. Là, c'est la solidarité féminine qui parle et je suis très d'accord avec ça. Il était vraiment temps que la place soit donnée aux femmes pour s'exprimer, qu'on leur accorde leur dû, voilà, parce que les femmes avaient besoin de cela. Et ça s'est su, ça s'est vu à travers la façon dont elles se donnent à chaque étape. Parce que quand je parle d'étape, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Nous sommes allés au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. L'année dernière, par exemple, nous avons été invités à Londres. Et on a encore beaucoup d'autres invitations à l'international que nous sommes en train d'étudier. Voilà, là, je fais genre. D'accord. Allez, donc en plus d'être animatrice, Caroline Da Silva, tu es également comédienne, tu l'as dit. Cinéaste aussi, j'ai appris. Je n'écris pas. Mais je n'écris pas, je donne vous avez joué des rôles, vous avez campé des rôles. Voilà, je suis comédienne à mes moments perdus. Et on l'a vu au Sofitel Hôtel Ivoire. On va revivre un peu cette ambiance, ce moment de fou rire, de belle ambiance, ambiance bon enfant. On regarde avec Serge, pas comme dit Franck Quadio, et puis on en reparle. Humour, théâtre, chant, chorégraphie, plusieurs expressions scéniques autour des thématiques de la royauté, de la condition de la femme rurale, du réchauffement climatique et du chômage des jeunes. Une reine sur la Nouchi, l'intitulé de cette fresque résumant le spectacle drôle des femmes. Je suis la reine ici. 9 talents féminins de générations différentes, toutes débordantes d'énergie, rivalisent d'ardeur et de talent sur scène. Un partage d'expériences entre des habitués des planches, Bazé Thérèse, Brigitte Bleu, Lupita, de jeunes actrices de cinéma et de l'humour, Mémé Ono, la reine Sissi ou encore Caroline Da Silva, l'initiatrice de l'événement, toutes font partie des attractions de cette édition du Drôle des femmes. Ce spectacle met du baume au cœur. De nombreux spectateurs séduits par le jeu des actrices. Il y a beaucoup d'enseignements aussi en suivant cette pièce-là. On parle de réchauffement climatique, de beaucoup de choses. Voilà. On a rigolé, mais on a appris beaucoup. Elles ont assuré, on ne s'attendait pas à ça. C'était un délice. On les félicite. Une reine sur la Nouchi referme en beauté les rideaux du Festival international des compétences et des talents de la femme placés sous le thème « Femme rurale, pilier du monde sans fin ». Voilà, on a remarqué, vous l'avez déjà dit, on ne va pas reposer la question. Drôle des femmes, allier humour et sensibilisation aux bonnes mœurs. Et les humoristes masculins n'ont pas leur place dans cette initiative. En fait, nous ne sommes pas en compétition, Marie-Laure. Mais il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition. Mais comme je le disais, il était vraiment temps qu'on donne l'occasion aux femmes de s'exprimer parce que les hommes n'ont jamais eu de problème. La société est ainsi dans tous les secteurs d'activité. Les hommes prennent le dessus, ils prennent toute la place. Et il est vraiment temps parce que nous nous sommes rendus compte que chaque fois que des femmes sont à des hauts postes de responsabilité et même au niveau de la culture, lorsque les femmes sont impliquées dans un domaine d'activité quelconque, il y a toujours des résultats positifs. Et c'est ce qui se voit à travers Drôle de femmes aujourd'hui. Et quels sont les thèmes principaux que vous véhiculez sur le plateau des Drôles des femmes? Beaucoup de thèmes, hein, depuis le début jusqu'à maintenant. La lutte contre la prostitution, la lutte contre la drogue, la lutte également contre les inégalités sociales, les problèmes liés, on va le dire, aux violences. Voilà, donc les VBG. Beaucoup de thèmes ont été abordés jusque-là et cette année, on a décidé de mettre en lumière les femmes rurales parce que ce sont des femmes qui donnent le plus et qui reçoivent le moins. Voilà, donc des femmes qui assurent notre sécurité alimentaire et malheureusement croupissent jusqu'à présent dans la pauvreté. Nous avons fait une immersion dans certains marchés gouraux et on s'est bien rendu compte de la précarité dans laquelle ces femmes-là vivaient. Elles nous donnent à manger. Ce sont des mères nourricières qui ont besoin
qu'on s'arrête un temps soit peu pour mieux nous imprégner de leur réalité et également les aider, parce que mieux elles arrivent à nous fournir, on va dire, du vivrier, mieux on se nourrit. Et ce sont des modèles également de leadership, qu'on le dise ou non. Ce sont des modèles de leadership qu'on a besoin de communiquer aujourd'hui à la jeunesse ivoirienne. Et donc, justement, sur la scène de Drôle des femmes, ces femmes qui, de façon unique, véhiculent ces messages, est-ce que ces messages ont véritablement de l'écho? Parce qu'en faisant passer le message par le rire, est-ce que ça a vraiment de l'écho? Vous savez, quand on parle de théâtre, le théâtre a forcément, on va dire, une qualité éducative. Le théâtre a forcément... Ça a de l'impact? Ça a forcément de l'impact. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les gens n'ont pas trop envie de réfléchir. Lorsque vous envoyez des thèmes assez lourds, assez graves, la pilule passe difficilement. Mais par l'humour, on arrive à faire passer le message. Pour dire le travail artistique qui est tout autour de cet événement. Parce que utiliser des thèmes graves, des thématiques qui font même pleurer des fois, parce qu'à Drôle de Femmes, il y a également des personnes qui pleurent pendant le spectacle, qui rient, qui pleurent et qui rient à nouveau. Donc pour dire que les gens sont touchés. Les personnes qui jouent sont non seulement transformées, mais les personnes qui regardent également psychologiquement, il y a un impact absolu. Donc pendant qu'on rit, on réfléchit. Pendant qu'on rit, on reçoit. Réfléchit. Pendant qu'on rit, on se détend. Mais pendant qu'on rit, on a un message qui retentit au fond de nous. Et là, aujourd'hui, vous avez décidé, Caroline Da Silva, vous êtes animatrice, de mettre les femmes en avant, les femmes dans l'humour. Alors, est-ce que ces femmes qui sont dans l'humour ont des défis spécifiques? Quels sont certainement les problèmes auxquels ces femmes-là sont confrontées dans ce domaine, dans cet art humoristique? Moi, j'aime bien cette question parce que nous nous sommes rendus compte que les femmes humoristes ici, les femmes qui sont dans le domaine de la culture, ne vivent pas, on va dire, en fonction de leur art, ne vivent pas, ne récoltent pas les fruits de ce qu'elles arrivent à semer. Ailleurs, les artistes sont bien rémunérés, ailleurs, les artistes arrivent quand même à vivre à l'abri du besoin. Et comment en Côte d'Ivoire, ces femmes humoristes-là arrivent à surmonter toutes ces difficultés? Vous pensez qu'elles ne sont pas suffisamment mises à la lumière? Et heureusement que Drôle des femmes est là. Pas toutes. Comment elles surmontent cela? C'est difficile. Leurs conditions sont très difficiles. Raison pour laquelle nous, au niveau de l'équipe de Drôle de Femmes, on a décidé de négocier avec des partenaires pour leur octroyer des terrains. Et on ne compte pas s'arrêter là. Nous leur donnons des cachets décents. Et tout le monde le dit, tout le monde est unanime là-dessus. À Drôle de Femmes, on paye tout ça. Mais c'est pas facile, hein? On leur donne même ce qu'on ne gagne pas, en fait. Voilà, c'est ça la vraie réalité, parce que nous voulons que ces femmes-là puissent vivre de leur art. C'est important. Elles sont utiles et il est important pour nos gouvernants, il est important pour nos autorités d'avoir un regard particulier sur la vie de ces femmes-là. Parce qu'au-delà de ce qu'on fait comme activité, leur vie nous intéresse. D'accord. Alors, Caroline Da Silva, tu te positionnes donc aujourd'hui comme une talentueuse animatrice, ça on le sait, mais également comme une promotrice de l'humour féminin dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Devons-nous nous attendre à un autre rôle, à part la reine, d'ailleurs, la reine Sissi. Je suis la reine Sissi du royaume de Bissanfo. Oui, c'est de cela qu'il s'agit, c'était mon rôle en fait. Et ça a eu de l'impact sur le public qui regardait. Quel est le message que vous avez véhiculé ce jour-là? Le public était agréablement surpris et très heureux parce qu'à travers la reine Nouchi, une reine chez les Nouchi, on s'est bien rendu compte que ceux qu'on qualifie très souvent de rébus de la société ou de déchets de la société peuvent nous tirer d'affaire. Voilà, donc on leur a donné la chance, ces Nouchi-là, qui étaient des délinquants, de pouvoir revenir à de meilleurs sentiments, si je peux m'exprimer ainsi, parce que la reine Sissi, a été victime d'un complot dans son village, donc dans son royaume. Elle s'est retrouvée dans une ville qu'elle ne connaissait. Ce qu'on appelle Nouchi-là qui l'ont aidée. Ce sont les Nouchi qui l'ont aidée à récupérer son trône.
On va Voilà. s'entendre Et dans un c'était autre vraiment rôle l'année prochaine. incroyable. En 2024. Là, je ne sais pas encore. Peut-être que je vais avoir aussi un autre rôle, pourquoi pas, Marie Longo. Mais ce serait bien. Et là, moi, je vais être la présidente, pourquoi pas. Merci beaucoup, Caroline. Ça vous irait bien en plus, avec ce charisme que vous avez. Merci, Caroline Da Silva. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, de promouvoir Marie-Laure. l'art humoristique dans notre pays en mettant surtout les femmes au premier plan. Et elles ne jouent pas seulement, vous pensez aussi à leur bien-être social. Merci beaucoup. Voilà, les femmes ont pris leur place légitime dans le monde du rire avec Drôle de femmes, initié par Caroline Da Silva. Et ce spectacle 100% féminin offre, vous l'avez entendu, une expérience unique où nous rions de tout, mais surtout en réfléchissant. Alors que le rire continue de nous unir et surtout de nous aider à repousser nos limites, comme Caroline Da Silva et les Drôles de femmes, utilisons l'humour pour construire un monde meilleur. Rions, sourions à la vie. Le rire est thérapeutique. À demain 20h.